Bon, 11h07, le gouvernement lance une campagne aujourd'hui, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, pour mieux faire comprendre ce trouble. Une campagne est lancée avec des artistes comme Elie Semoun, l'acteur Francis Perrin, l'écrivain Paul Elkarat, qui lui est tout à fait étonnant parce qu'il a une mémoire exceptionnelle, un peu comme celle de Rain Man, le film avec Dustin Hoffman. Comment se passe sa scolarité si vous avez un enfant qui est autiste? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont différents. Autisme ne signifie pas non plus parfois performance exceptionnelle ou ce qu'on appelle HPI, haut potentiel intellectuel, dont je pourrais vous parler assez longuement. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une auditrice pour commencer. C'est très difficile de définir l'autisme parce que si on parle de spectre, c'est parce que c'est très très large. L'autisme, ça va de la personne que vous n'identifierez pas spontanément, qui est comme vous et moi, qui parle, qui a un travail, qui a une vie, mais qui a quand même de grosses difficultés à gérer son quotidien parce qu'il est très sensible d'un point de vue sensoriel et que gérer à la fois le bruit, l'image, les odeurs, en fait, ça l'épuise toute la journée et qu'il ne sait pas très bien comment communiquer normalement avec vous. Et puis ça va jusqu'à l'autiste très sévère, qui est non-verbal, qui a des déficiences cognitives et qui aura besoin d'aide toute sa vie, qui restera quelqu'un de dépendant et de lourdement handicapé. Et vous avez compris que j'étais un peu en avance. Le témoignage de l'auditrice, nous l'aurons dans quelques instants. Et là, vous avez sans doute reconnu la voix d'Églantine Émeillé. Elle est fondatrice de l'association Un pas vers la vie, qui accompagne des familles touchées par l'autisme. Son fils, Samy, est décédé l'an dernier à l'âge de 17 ans. Il était polyhandicapé et atteint d'autisme sévère. Et elle nous rappelait ce qu'était la définition de l'autisme. On peut l'écouter là aussi une deuxième fois. Elle était invitée de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Comment détecter l'autisme ? On entend tous parler de l'autisme. Donc quand vous avez un enfant qui tout d'un coup ne regarde pas très bien dans les yeux, qui a des gestes un peu automatiques, dont le développement semble ne pas suivre une trajectoire tout à fait normale, maintenant je crois que beaucoup de familles se posent des questions et vont chercher des réponses. Elles ne se contenteront plus de la réponse standard, vous verrez, il finira par évoluer comme les autres. Mais ensuite, oui, alors il y a des centres de diagnostic de plus en plus précoces. C'est vrai qu'on manque encore de monde et donc la liste est longue et on peut attendre longtemps avant de le découvrir. Et puis, vous êtes vous avez sans doute écouté Samuel Le Bihan, notamment dans l'émission Quelle époque sur France 2 samedi soir. Sa fille Angia a 12 ans, elle est atteinte d'autisme. Sur le moment, j'étais un peu pragmatique. Je me disais, bon, on va voir comment on va trouver des solutions. C'est après, plus tard. J'étais surtout triste pour elle, quoi. Je me dis, mais... c'est-à-dire la peur, c'est que son enfant n'accède pas au bonheur, parce qu'il va être isolé, il va être rejeté, parce que il trouvera pas sa place d'un point de vue professionnel, ce qui nous permet d'être intégrés dans la société quand même. Quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est en train de permanence de préparer l'après, quoi. Pour qu'elle ait les armes, l'autonomie, qu'elle... Quand vous serez plus là? Ah oui, complètement. Moi, c'est obsessionnel, quoi. Je me suis juré, en fait, quand c'est arrivé, je me suis juré que jamais je ne serais écrasé par cette maladie. On ne peut pas dire maladie, c'est un trouble. Samuel Le Bihan va d'ailleurs recevoir la Légion d'honneur aujourd'hui pour son engagement depuis des années. On compte en France 700 000 autistes. Nous voulons amener la société à mieux comprendre comment ces personnes évoluent et comprendre que leur mise à l'écart est injustifiée. Les personnes handicapées sont des citoyens et concitoyens à part entière et pas à part, a déclaré Fadila Khattabi, qui est ministre des Personnes handicapées, en présentant cette campagne à la presse jeudi. On va être avec Séverine, qui habite la Seine-et-Marne et qui a 3 fils. Et ces 3 fils sont atteints de ce trouble de l'autisme et elle va nous raconter peut-être son quotidien, je l'espère en tout cas. Il est 11h11, à tout de suite. Et vous pouvez vous aussi réagir et témoigner avec Pascal Praud sur Europe 1 de 11h à 13h. Vous composez ce numéro non surtaxé. Séverine, bonjour. Bonjour Pascal Praud. Et merci d'être... Ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Séverine, vous avez 4 enfants, Séverine. Vous avez 3 garçons et une fille. Et vous avez 3 garçons qui sont atteints du trouble de l'autisme. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que il y a quelque chose dans la transmission de ce trouble qui est de l'ordre génétique, ou est-ce que c'est une coïncidence que 3 de vos garçons soient atteints de ce trouble? Pour le moment, on n'en sait pas trop. On a fait faire des études génétiques.
Moi, je reste convaincue qu'il y a une part de génétique parce que les deux plus grands qui sont jumeaux et faux jumeaux sont tous les deux atteints d'autisme. Et mon troisième fils qui a une sœur jumelle aussi, lui aussi atteint d'autisme. Les trois à des degrés différents. Voilà, puisque le dernier qui va bientôt avoir 18 ans est autiste Asperger. Voilà, ça a été diagnostiqué, il était en classe de CM2 de mémoire. Et puis les deux aînés qui ont eu 21 ans. Sur les deux, j'en ai un qui est quasi non-verbal, donc utilise des systèmes de communication alternatifs. Et puis son frère jumeau qui lui est verbal, s'exprime normalement ou quasi normalement, mais par contre a une compréhension limitée en fait. Tout ça a été diagnostiqué dès le plus jeune âge. Alors, on a eu beaucoup de difficultés à les faire diagnostiquer. Pour les deux aînés, les jumeaux, sous couvert de la gémellité, on ne me prenait pas trop au sérieux quand je disais qu'il y avait un souci, puisqu'ils ne parlaient pas. À l'âge de 2 ans et demi, ils ne parlaient pas du tout. On m'a un peu prise pour une dingo, en disant « mais non, vous verrez, c'est des jumeaux, ils sont dans leur bulle, ça va venir avec le temps, etc. » Et puis le temps faisant, non en fait. Et puis lorsqu'on a eu la chance de tomber sur un pédiatre qui m'a prise au sérieux et on a commencé à faire des investigations. Et puis on s'est heurté au délai pour obtenir un hôpital de jour, puisque le diagnostic on l'a fait faire à l'hôpital Robert Debré il y a maintenant 17 ans. Il y avait une liste d'attente de 18 mois, 2 ans, quoi. Donc ça a été compliqué et long en fait pour arriver à obtenir un diagnostic. Séverine qui est avec nous et qui évoque la vie de ces 3 garçons qui sont autistes. Mais j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir entre l'autiste Asperger et puis un de vos enfants qui ne parle pas, si je comprends bien. Ouais. Donc, non, ça n'a rien à voir. Sous ce vocable d'autisme, regroupe des cas incroyablement différents et surtout différents dans la vie de tous les jours, parce que votre fils qui est autiste Asperger, dans la vie de tous les jours, est-ce que je peux dire qu'il a une vie quasi normale, si tant est que le mot normal veuille dire quelque chose? Oui, il a une vie normale. C'est un lycéen à part entière. Là, il passe son bac cette année, son bac général cette année. Scolairement, il n'y a pas de souci. Hein. Tout va bien. Après, c'est dans les relations sociales où parfois c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué, par exemple? Parce qu'il n'a pas les mêmes codes que nous. En fait, c'est qu'il faut tout lui expliquer au niveau des codes sociaux. C'est qu'il va avoir des réactions qui vont être parfois en décalage ou inappropriées. Mais par exemple? Par exemple, je sais pas. Enfin, je me souviens d'un exemple quand il était plus jeune. Je sais pas, il avait quoi, 8-9 ans. J'ai dit, dis donc, t'es pas gros, t'es pas épais. On dirait un haricot vert. Et là, il m'a regardé. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, mais pleure pas. Enfin, il y a rien de grave. Il me dit, bah si, maman, mais en fait, je suis pas un haricot vert. Tu m'as dit que j'étais un haricot vert. Je suis un garçon. Le second degré, par exemple, c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Il n'y a pas forcément accès tout le temps. Mais pour moi, autiste Asperger, c'est presque un HPI. C'est synonyme d'HPI. Effectivement, on citait tout à l'heure Paul Elkarat. J'ai l'impression c'est Rainman. C'est quelqu'un qui a des performances intellectuelles supérieures. Je me trompe, hein? Pas pour tous, en tout cas, pas le mien. Il a des intérêts restreints. Alors, il est hyper performant dans les domaines qui l'intéressent. Hein. Il est incollable. Par contre, il y a des choses où ça va être plus compliqué, quoi. Et alors, il y a des domaines où c'est plus compliqué. Pardon? Non, je disais qu'il y avait des domaines où c'était compliqué. Bon. Donc là, c'est, si j'ai bien compris, celui qui est le plus âgé? Oui, enfin, il y a des jumeaux, ils ont tous les deux 21 ans, les deux plus bien vieux. sûr, puisque vous avez eu 2 grossesses. Et avec donc des jumeaux, mais en revanche pour les 2 garçons qui effectivement il y en a un, si j'ai bien compris, qui ne s'exprime pas. Donc là, j'imagine que la vie au quotidien est fortement perturbée. C'est très compliqué, ouais. Il y a des situations, on a vécu des situations complètement rocambolesques. Alors parfois on en rigole, parfois on en pleure parce que voilà, ça dépend de l'humeur du jour.
Aujourd'hui, la communication est plus facile parce que on a beaucoup travaillé aussi. Mais il est vrai que des fois, on se heurte à de l'incompréhension, quoi, parce que on comprend. Avec le temps, on a appris à se comprendre, à savoir ce qu'il veut, à peut-être même des fois anticiper ses envies et ses besoins. Mais on est parfois, on se heurte parfois à des difficultés où on se comprend pas du tout, quoi. Mais il parle pas du tout. Alors il parle, mais très peu en fait. Il va nous donner des mots, faire quelques phrases, mais c'est succinct, quoi. Alors celui-là a 18 ans, si j'ai bien compris. Il a 21 ans. 21 ans, bon. Celui qui a 18 ans va passer son bac, il a Asperger. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait à 21 ans? Alors, à 21 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la maison avec moi, puisque moi j'ai arrêté de travailler il y a maintenant 14 ans, pour m'occuper d'eux et de leur prise en charge, parce qu'il fallait les emmener à droite, à gauche, il y avait des prises en charge au domicile, etc. Aujourd'hui, il passe ses journées avec moi, donc l'objectif, c'est l'apprentissage pour essayer de se débrouiller, acquérir le maximum d'autonomie dans la vie quotidienne. Donc, on fait des tâches ménagères ensemble, on met la table, on prépare des repas, des choses comme ça, mais on est vraiment sur du. Et quel est son avenir? Est-ce qu'on peut imaginer un avenir professionnel? Alors, on pourrait imaginer un avenir professionnel, mais pour ça, il faut avoir de la volonté. Or, des personnes qui ont de la bonne volonté, malheureusement, ça court pas les rues. Et puis, le système scolaire aujourd'hui n'est pas adapté pour ces enfants-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les scolariser dans une école ordinaire, parce qu'il y avait un accompagnement aussi adéquat à côté, que parfois il a fallu que je paye avec mes propres deniers. Mais en fait, mais une fois qu'ils ont 16 ans, on vous dit ciao, bye bye, quoi. Débrouillez-vous avec vos enfants. Mais est-ce qu'il y a possibilité à un moment qu'ils soient autonomes? C'est-à-dire qu'ils ont 21 ans aujourd'hui. Autonome complètement, non. Mais alors, qu'est-ce qui se passera? Et c'est la question de Samuel Le Bihan qui doit vous obséder également. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous n'êtes plus là? On compte sur les frères et sœurs, en fait. Tout simplement. Oui, mais alors, il y a, vous avez donc 4 enfants. Ouais. Vous avez 3 enfants. Celui qui est autiste Asperger, est-ce qu'il peut être autonome? Est-ce qu'il peut mener une vie autonome, avoir un travail? Oui. Bon. En revanche, vos 2 garçons qui ont 18 ans ne le seront sans doute jamais, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est ça. Bon, et ils ne pourront, en tout cas, ils auront le plus grand mal à trouver un travail. Oui, mais ils pourraient travailler. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Vous voyez, par exemple, un des 2 plus grands, là, qui a 21 ans, il a fait un service civique à l'école primaire à côté de chez nous. En fait, c'était la petite main des enseignants. Et il s'en est super bien sorti. Oui, mais là, il n'y a pas de souci pour ce garçon, puisqu'on a dit il y a une forme d'indépendance, il s'exprime, il est, vous m'avez dit Asperger. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ces 2 garçons que vous avez qui ont 18 ans, Vous confondez, Pascal. C'est pas c'est mes 2 aînés qui ont 21 ans, en fait, qui ont des troubles plus importants. Et celui qui a 18 ans, c'est celui-là qui est Asperger. Donc moi, je vous parlais des deux aînés de 21 ans. D'accord. Alors, c'est les deux de 21 ans. Pardonnez-moi parce que effectivement. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon. Mais, donc, ces 2 garçons, quel est leur avenir professionnel? Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, pour le moment, ils sont avec moi à la maison. Ils m'aident dans les tâches quotidiennes, et voilà, et ça s'arrête là. Après, celui qui est quasi non-verbal, lui, par exemple, on peut très bien imaginer, à condition qu'il soit accompagné et encadré, il pourrait très bien faire, de la mise en rayon dans un supermarché ou des choses comme ça. Sauf que là encore, il faut avoir des bonnes volontés en face de soi. Et ça court pas les rues. Et puis, je vous cache pas que ça fait maintenant 17 ans que je me bats. Je suis fatiguée, en fait, de se battre tout le temps, que ce soit pour le côté administratif, l'école. Enfin, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, se battre encore aujourd'hui, alors je lâche pas l'affaire, mais se battre encore aujourd'hui pour qu'il puisse avoir un avenir professionnel, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et vous ne travaillez pas? Non. J'ai arrêté de travailler à 14 ans. Bon. Vous vivez... alors évidemment, je pose toujours des questions indiscrètes dans ces cas-là pour essayer de comprendre. Vous êtes en couple, hein? Oui, mon mari ne s'est pas sauvé. Oui, c'est ce que...
Voilà. Il n'a pas pris la poudre d'escampette. Mais non, mais j'osais même pas poser cette question, mais vous avez devancé, évidemment. C'est vrai que j'entends souvent dire que beaucoup d'hommes partent parce que c'est, j'imagine, tellement difficile. Et comment votre fille, qui elle n'est pas n'a pas de trouble autistique, comment trouve-t-elle sa place dans cette fratrie et est-ce qu'elle vous aide tout simplement ou est-ce qu'elle-même peut avoir cette volonté de s'échapper parfois de ce quotidien? On lui laisse la possibilité de pouvoir s'échapper. Parce qu'en fait, alors ça a longtemps été une petite maman, etc. Et ça l'est encore. Mais notre discours est de dire, elle a le droit d'avoir sa vie et de s'épanouir. Et voilà. Le fait qu'elle sait, et elle l'a dans un coin de sa tête, c'est même elle-même qui en parle, c'est que elle sait très bien qu'elle devra s'occuper de ses frères. Elle le sait. Elle en a pleinement conscience. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle voudrait prendre votre place, en fait. Ou celle de Sonia Mabrouk, mais bon. Bah écoutez, si on peut l'aider, si on peut vous aider, quel âge elle a? Elle va passer son bac cette année. Elle a 18 ans, c'est la sœur jumelle, bien sûr, de son frère Asperger. Ouais. De son frère Asperger. Bon, écoutez, bien sûr que si on peut l'aider, on le fera. Et d'abord, c'est un beau métier. Et puis, c'est vrai que ce qui est plus difficile peut-être pour elle plus tard, c'est qu'au-delà de son engagement personnel, c'est un engagement de toute une famille. Elle va rencontrer quelqu'un, peut-être un homme, qui devra aussi accompagner, bien sûr. Oui. Et on voit bien non pas les difficultés d'ailleurs, parce que c'est la vie et c'est un chemin de vie. Et j'imagine que vous-même, de ce chemin de là, vous y trouvez du réconfort et une manière aussi de donner un sens à tout ça. Mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Des fois, on a envie de lâcher, quoi. Oui. Bon, on marque une pause. Restez avec nous parce que vraiment votre témoignage est très très fort, très puissant et on rêverait d'en savoir davantage. On rêverait, pour tout vous dire, de vous inviter en studio, que vous veniez. Alors, je sais pas, comment ils s'appellent vos garçons? Alors, les aînés s'appellent Elliot et Romain. Oui. Et puis, le plus jeune s'appelle Tom. Tom. Et Elliot et Romain, les deux ne s'expriment pas ou il y en a un qui s'exprime moins que l'autre? Un qui s'exprime moins que l'autre. D'accord. Et l'autre, quand même, a un accès au langage? Ah oui, un accès au langage. On peut avoir une conversation avec lui. Voilà. Après, des choses qu'il faut expliquer plusieurs fois, des fois différemment, reformuler, etc. Mais sinon, non, il y a une discussion tout à fait possible avec lui. Bon, vous nous parlerez après la pause, et évidemment encore d'Elliot, Romain et de Tom. À tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour dialoguer avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Le gouvernement lance une campagne aujourd'hui, Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et c'est vrai que le témoignage de Séverine est très fort. Séverine a trois garçons, Elliot et Romain, qui sont jumeaux, qui sont 21 ans, qui ont été diagnostiqués autistes, et Tom, qui est diagnostiqué autiste Asperger. Et elle nous expliquait que Tom a une vie, je dirais, plus classique. En revanche, Elliot et Romain, dont ont plus de mal dans l'expression orale, et c'est vrai que ce sera plus compliqué dans la vie professionnelle, ce sera plus compliqué de trouver un chemin. Comment on nomme dans ces cas-là Elliot et Romain en termes d'autisme, si j'ose dire, puisque on dit Asperger pour Tom, mais que dit-on pour Elliot et Romain? Autiste non spécifié. Alors pour Romain, il est autiste quasi non verbal. Voilà. Et puis en fait, Elliot, il fait partie un peu du spectre un peu plus large des autistes. On n'est pas sur de l'autisme sévère. On est à la limite de l'autisme sévère, mais on n'a pas des enfants, on n'a pas des jeunes qui vont s'auto-mutiler, se taper, se mettre en danger, etc. On n'est pas du tout dans ce schéma-là, en tout cas. Et j'ai envie de dire par chance, quoi. Est-ce qu'il y a une vie affective possible, une vie amoureuse possible pour Elliot et Romain? C'est une bonne question. C'est un peu la douleur. C'est un peu la douleur des parents, c'est que il y a des besoins de toute façon, ça c'est certain, comme tous les jeunes
comme tous les jeunes de leur âge. Ça, oui. Maintenant, une vie amoureuse, je saurais même pas vous dire en fait si ça les peine. En tout cas, pour celui qui est quasi non-verbal, si ça le peine ou pas de ne pas avoir de vie sentimentale. Pour l'autre qui arrive mieux à s'exprimer, je sais que c'est par vague. Je sais que c'est plus une souffrance en fait, de pas avoir d'amoureuse comme il dit. Donc ça, je sais que c'est compliqué. Et c'est forcément compliqué pour nos parents parce qu'on n'a pas d'explication et on n'a pas de baguette magique en fait. J'imagine. Bah écoutez, merci Séverine de ce témoignage. Si on pouvait vraiment le prolonger, ce témoignage, je trouve que c'est des histoires de vie. Et puis il y a 700 000 aujourd'hui enfants qui sont atteints d'autisme, donc qui ont dû écouter avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de sensibilité ce que vous avez dit. Je vous remercie grandement, Séverine. Je vous en prie, Pascal. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole sur ce. Voilà. Mais vraiment, si on pouvait prolonger, je ne sais pas, et je le dis aussi à Laurent Tessier, si on pouvait imaginer d'avoir un échange ensemble dans ce studio. Et notamment, pourquoi pas, avec un de vos fils, ce pourrait être intéressant. Merci à vous et bonne journée. Et je vous en prie. Merci à vous aussi, Pascal. Il est 11h36.